Pourtant, l'émulation ne laisse pas inerte, l'une en face de l'autre. Les deux figures réfléchies qu'elle oppose. Il arrive que l'une soit la plus faible et auquel la forte influence de celle qui vient se refléter dans son miroir passif. Les étoiles ne l'important elles pas sur les herbes de la terre, dont elles sont le modèle sans changement, la forme inaltérable, et sur lesquelles il leur est donné de secrètement déverser toute la dynastie de leur influence. La terre sombre est le miroir du ciel semé. Mais en cette joute, les deux rivaux ne sont ni de valeur ni de dignité égale. Les clartés de l'herbe, sans violence, reproduisant la forme pure du ciel. Les étoiles, dites Crolius, sont la matrice de toutes les herbes et chaque étoile du ciel n'est que la spirituelle préfiguration d'une herbe, telle qu'elle la représente, et tout ainsi que chaque herbe ou plante est une étoile terrestre regardant le ciel. De même aussi chaque étoile est une plante céleste en forme spirituelle, laquelle n'est différente des terrestres que par la seule matière. Les plantes et les herbes célestes sont tournées du côté de la terre et regardant directement les herbes qu'elles ont procréées, leur influant quelques vertus particulières. Mais il arrive aussi que la joute demeure ouverte et que le calme miroir ne réfléchisse plus que l'image des deux soldats irrités. La similitude devient alors le combat d'une forme contre une autre, ou plutôt d'une même forme séparée de soi par le poids de la matière ou la distance de lieu. L'homme de Périclès est comme le firmament, constellé d'astres, mais il ne lui est pas lié comme le voleur aux galères, le meurtrier à la roue, le poisson au pêcheur, le gibier à celui qui le chasse. Il appartient au firmament de l'homme d'être, libre et puissant. De n'obéir à aucun ordre, de n'être régi par aucun des autres créateurs,
Son ciel intérieur peut être autonome et ne reposer qu'en soi-même, mais à condition que par sa sagesse, qui est aussi savoir, il devienne semblable à l'ordre du monde, le reprenne en lui et fasse ainsi basculer dans son firmament interne, celui où scintillant les visibles étoiles. Alors, cette sagesse de miroir enveloppera en retour le monde où elle était placée. Son grand anneau tournera jusqu'au fond du ciel et au-delà. L'homme découvrira qu'il contient les étoiles à l'intérieur de soi-même et qu'il porte ainsi le firmament avec toutes ses influences. L'émulation se donne d'abord sous la forme d'un simple reflet. Furtif, longtemps, elle parcourt en silence les espaces du monde. Mais la distance qu'elle franchit n'est pas annulée par sa subtile métaphore. Elle demeure ouverte pour la visibilité. Et dans ce duel, les deux figures affrontées s'emparant l'une de l'autre. Le semblable enveloppe le semblable, qui à son tour le sonne, et peut-être sera-t-il à nouveau enveloppé par un redoublement qui a le pouvoir de se poursuivre à l'infini. Les anneaux de l'émulation ne formant pas une chaîne comme les éléments de la convenance, mais plutôt des cercles concentriques, réfléchis et rivaux. Troisième forme de similitude, l'analogie. Vieux concept familier déjà à la science grecque et à la pensée médiévale, mais dont l'usage est devenu probablement différent. En cette analogie se superposant convenientia et emulatio. Comme celle-ci, elle assure le merveilleux affrontement des ressemblances à travers l'espace. Mais elle parle, comme cela, d'ajustement, de lien et de jointure. Son pouvoir est immense, car les similitudes qu'elle traite ne sont pas celles visibles, massives, des choses elles-mêmes. Il suffit que ce soient les ressemblances plus subtiles des rapports. Ainsi allégée, elle peut tendre,
À partir d'un même point, un nombre indéfini de parenté. Le rapport, par exemple, des astres au ciel où ils scintillent, on le retrouve aussi bien. De l'herbe à la terre, des vivants au globe qu'ils habitent, des minéraux et des diamants aux rochers où ils sont enfouis, des organes, des sens au visage qu'ils animent, des taches de la peau au corps qu'elles marquent secrètement. Une analogie peut aussi se retourner sur elle-même sans être pour autant contestée. La vieille analogie de la plante à l'animal. Le végétal est une bête qui se tient la tête en bas, la bouche ou les racines enfoncées dans la terre. Ces alpines ne la critiquent ni ne l'effacent. Il la renforce au contraire. Il la multiplie par elle-même lorsqu'il découvre que la plante, c'est un animal debout, dont les principes nutritifs montant du bas vers le sommet. Tout au long d'une tige qui s'étend comme un corps et s'achève par une tête, bouquet, fleurs, fruits, rapport inverse, mais non contradictoire avec l'analogie première qui place la racine à la partie intérieure de la plante, la tige à la partie supérieure, car chez les animaux, le réseau veineux commence aussi à la partie inférieure du ventre et la veine principale monte vers le corps et la tête. Cette réversibilité, comme cette polyvalence, donne à l'analogie champ universel d'une application. Par elle, toutes les figures du monde pouvant se rapprocher. Il existe cependant dans cet espace sillonné en toutes les directions un point privilégié. Il est saturé d'analogies. Chacune peut y trouver l'un de ses points d'appui. Et, en passant par lui, les rapports s'inversant sans s'altérer. Ce point, c'est l'homme. Il est en proportion avec le ciel. Comme avec les animaux et les plantes, comme avec la terre, les métaux, les stalactites ou les orages. Dressés entre les faces du monde,
Il a rapport au firmament, son visage et à son corps, ce que la face du ciel est à l'éther. Son pouls bat dans ses veines, comme les astres circulant selon leur voie propre. Les 7 ouvertures formant dans son visage ce que sont les 7 planètes du ciel. Mais tous ces rapports, il les fait basculer et on les retrouve similaires dans l'analogie de l'animal humain avec la terre qu'il habite. Sa chair est une glèbe, ses os des rochers, ses veines de grands fleuves, sa vessie, c'est la mer et ses 7 membres principaux, les 7 métaux qui se cachent au fond des mines. Le corps de l'homme est toujours la moitié possible d'un atlas universel. On sait comment Pierre Belon a tracé, et jusque dans le détail, la première planche comparée de squelette humain et de celui des osieux. On y voit l'aileron nommé appendix qui est en proportion en l'aile au lieu de pouce en la main. L'extrémité de l'aileron qui est comme les doigts et en nu. Le donné pour jambe aux yeux correspondant à notre talon. Tout ainsi qu'avant 4 orteils et pieds. Ainsi les osieux en 4 doigts, desquels celui de derrière est donné en proportion comme le gros orteil en nu. Tant de précision n'est anatomie comparée que pour un regard armé des connaissances du XIXe siècle. Il se trouve que la grille à travers laquelle nous laissons venir jusqu'à notre savoir les figures de la ressemblance recoupe en ce point et presque en ce seul point. Celle qu'avait disposé sur les choses le savoir du XVIe siècle. Mais la description de Belon ne relève à vrai dire que de la positivité qui l'a rendue. À son époque possible. Elle n'est ni plus rationnelle, ni plus scientifique que telle observation d'Aldrovandi, lorsqu'il compare les parties basses de l'homme au lieu infect du monde. Enfer, à ces ténèbres, aux damnés,
qui sont comme les excréments de l'univers. Elle appartient à la même cosmographie analogique que la comparaison classique à l'époque de Crollius entre l'apoplexie et la tempête. L'orage commence quand l'air s'alourdit et s'agite. La crise au moment où les pensées deviennent lourdes, inquiètes, puis les nuages s'amoncelant, le ventre se gonfle, le tonnerre éclate et la vessie se rompt. Les éclairs fulminants tandis que les yeux brillants d'un éclat terrible. La pluie tombe, la bouche écume, la foudre se déchaîne tandis que les esprits font éclater la peur. Mais voilà que le temps redevient clair et que la raison se rétablit chez le malade. L'espace des analogies est au fond un espace de rayonnement. De toutes parts, l'homme est concerné par lui. Mais ce même homme, inversement, transmet les ressemblances qui recoîtent du monde. Il est le grand foyer des proportions, le centre où les rapports viennent s'appuyer et d'où ils sont réfléchis à nouveau. Enfin, la quatrième forme de ressemblance est assurée par le jeu des sympathies. La nulle chemin n'est déterminé à l'avance, nulle distance n'est supposée, nul enchaînement prescrit. La sympathie joue à l'état libre dans les profondeurs du monde. Elle parcourt en un instant les espaces les plus vastes. De la planète à l'homme qu'elle régit, la sympathie tombe de loin comme la foudre. Elle peut mettre au contraire d'un seul contact. Comme ces roses de d'huile et desquelles on se sera servi au obséquieux, qui, par le seul voisinage de la mort, rendront toute personne qui en respire le parfum, triste et mourante. Mais tel est son pouvoir qu'elle ne se contente pas de jaillir d'un unique contact et de parcourir les espaces. Elle suscite le mouvement
des choses dans le monde et provoque le rapprochement des plus distantes. Et les principes de mobilité. Elle attire les lords vers la lourdeur du sol et les légères vers l'éther sans poids. Elle pousse les racines vers l'eau et elle fait virer avec la courbe du soleil la grande fleur jaune de tournesol, bien plus en attirant les choses les unes vers les autres par un mouvement extérieur et visible. Elle suscite un secret mouvement intérieur, un déplacement des qualités qui prennent la relève les unes des autres. Le feu, parce qu'il est chaud et léger, s'élève dans l'air, vers lesquels ces flammes inlassablement se dressant. Mais ils perdent sa propre sécheresse, qui la parenté à la terre, et acquiert ainsi une humidité qui le lie à l'eau et à l'air. Il disparaît alors en légère vapeur, en fumée bleue, en nuage. Il est devenu air. La sympathie est une instance du même si forte et si pressante qu'elle ne se contente pas d'être une des formes du semblable. Elle a le dangereux pouvoir d'assimiler, de rendre les choses identiques les unes aux autres, de les mêler, de les faire disparaître en leur individualité, donc de les rendre étrangères à ce qu'elle est ayante. La sympathie transforme, elle altère, mais dans la direction de l'identique, de sorte que si son pouvoir s'était pas balancé, le monde se réduirait à un point, à une masse homogène, à la même figure du même. Toutes ces parties se tiendront et communiqueront entre elles sans rupture ni distance. Comme ces chaînes de métal suspendues par sympathie à l'attirance d'un seul aimant. C'est pourquoi la sympathie est composée par sa figure jumelle, l'antipathie. Celle-ci maintient les choses en leur isolement et empêche l'assimilation.
elle enferme chaque espèce dans sa différence obstinée et sa propension à persévérer en ce qu'elle est. Il est assez connu que les plantes ont un entre elles. On dit que l'olive et la vigne ayant le chaud. Le concombre fuit l'olive, entendu qu'elle croissant par la chaleur du soleil et l'humeur de la terre. Il est nécessaire que tout arbre opaque et épais soit pernicieux aux autres et aussi celui qui a plusieurs racines. Ainsi, à l'infini, à travers le temps, les êtres du monde se errant et contre toute sympathie maintiendront leur féroce appétit. Le rat digne est pernicieux au crocodile car nature le lui a donné pour l'ennemi, de sorte que lorsque ce violent s'agit au soleil, il lui dresse en bouche et finesse mortale, apercevant que le crocodile, endormi en ses délices d'or, la gueule baie. Il entre par là et se coule par le large gossier dans le ventre dissoluit. Du cours rangeant les entrailles, il saute enfin par le ventre de la bête assise. Mais à son tour, les ennemis du rat le guettant, car il est en discord avec l'araignée, et combattant souvent fois avec l'aspic, il meurt. Par ce jeu de l'antipathie qui les disperse, mais tout autant les attire au combat, les rend meurtrières et les expose à leur tour à la mort. Il se trouve que les choses et les bêtes et toutes les figures du monde demeurant ce qu'elles sont.